je vais poser le problème de l'identité. Et ça commence quand on parle de soi. Qui suis-je? Je me pose cette question. Est-ce que je suis celui que je crois être, celui que je voudrais être, ou celui que l'autre me dit que je suis? Il y a déjà tout un problème qui se pose là. Est-ce que je peux me voir réellement tel que je suis sans passer par un regard extérieur entre moi et moi? Winnicott dit bien que le petit enfant, quand il regarde sa maman, il se voit lui. C'est la fonction miroir. Mais en fait, moi, je sais qu'il y a un écart entre ce que je suis, ce que je donne à voir de moi, et celui que je vois dans le regard de l'autre. On peut bien sûr me définir par des critères objectifs, physiques, genre âge, profession, etc. Mais cela ne suffit pas à dévoiler mon identité. En fait, je suis une personne. En latin, persona, ça évoque le masque que portait l'acteur, mais ça évoque aussi la rétro. En fait, le comédien joue un rôle, il joue un personnage, et en jouant ce personnage, derrière lequel il se cache, il se dévoile. Il y a quelque chose à chercher là dans l'identité. Le masque, c'est le par-être. L'image que je donne à voir de moi aux autres. Le personnage social. Entre ce que je voudrais être, ce que je pense être, et ce que je voudrais montrer aux autres. Mais celui que je regarde, il interprète ce que je suis en fonction de sa propre subjectivité. En fait, ce dont il est question, c'est d'une relation entre moi et moi. Mais est-ce que je suis objectif pour parler de moi? J'ai une vision, est-ce que j'ai les moyens de parler de moi tout seul, comme ça? Et c'est une relation avec l'autre. Et il se passe donc immédiatement le rapport entre ce qu'on appelle l'identité et l'altérité. Le miroir de l'autre, le regard de l'autre est une construction, comme tout regard, et ça l'implique dans la relation à moi. Ça veut dire que l'identité, ça signifie que dans une relation, il y a des enjeux narcissiques. Il y a des enjeux narcissiques, c'est-à-dire que j'ai envie de... En fait, j'ai besoin d'avoir une représentation de moi suffisamment valorisée. Et l'autre qui est en face de moi, il a également une représentation narcissique de lui-même, et il me renvoie également une image de ce que je suis, mais qui est déformée par sa propre construction subjective. Et pour la psychologie clinique, on explique que chaque sujet est animé par une pulsion d'autoconservation et une pulsion d'emprise. La pulsion d'emprise, c'est le désir de maîtriser ce qu'on ne maîtrise pas. L'autre, par définition, c'est quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. Il est différent, il a un autre désir, il a une autre histoire, il a une autre manière de donner une relation au monde, et donc l'autre peut être une menace identitaire pour moi, et je suis en train de me construire une image de moi. Alors, du coup, est-ce que je suis certain qu'il n'y a pas entre l'autre et moi des enjeux de pouvoir, de rivalité, de jalousie, d'envie, d'amour, de haine, autant de sentiments susceptibles de déformer le regard, c'est-à-dire d'avoir une image qui ne me donne pas vraiment la réalité de ce que je suis. Descartes disait « connais-toi toi-même ». Cela signifie qu'il me faut entrer en relation avec moi-même, mais je suis agi par l'idée que je me fais de moi, soit en bien, soit en mal. Parfois je me dévalorise, parfois je ne me dévalorise pas.
Et je suis agi également par le regard que l'autre porte sur moi, parce que le regard de l'autre a une action sur moi. Donc, on pourrait dire on entend dire souvent qu'il suffit d'être soi. Être soi, ça veut dire être différent des autres. Ça veut dire aussi être différent des autres. En tout cas, c'est chercher peut-être à ne pas être l'autre. Voilà. Alors, on peut me définir en revanche par des groupes auxquels j'appartiens, auxquels je choisis ou non d'appartenir d'ailleurs, dans lesquels parfois on m'assigne. J'appartiens à des groupes, à des communautés culturelles, professionnelles, sociales, d'âge, de genre, d'idées, parfois. Et là, à l'intérieur du groupe, je me reconnais semblable aux autres. D'accord ? C'est-à-dire que ce qui réunit le groupe, c'est quelque chose qui est de l'ordre du semblable. Mais en fait, c'est un masque. C'est-à-dire que chacun a sa propre voix derrière le masque, et l'identité collective n'efface jamais l'identité personnelle. En quoi suis-je différent en tant que personne au milieu de mes semblables ? Alors, la construction identitaire, c'est une construction. C'est une construction que je vais faire avec des représentations et des affects qui va m'aider à donner du sens à ce que je suis en train de vivre et à gérer ma relation au monde. C'est compliqué ça. Les représentations, ce sont des traces mnésiques, c'est-à-dire c'est des souvenirs que je peux avoir. Les affects, on sait ce que c'est les émotions, etc. Et cette construction, qui est une construction permanente, parce que je suis en interaction toujours avec l'environnement, avec les autres, c'est une construction permanente. Cette construction, elle... non, pas, c'est très pénible. Voilà. C'est parfait. Ça marche ? Il y a pas de... Et donc je donne, si je répète ce que je disais, donc mon identité est formée de représentations et d'affects que je me suis constitué avec des tas d'éléments qui me constituent aussi. La culture, ma situation économique, la situation de l'histoire personnelle, etc. Tout cela me constitue et fait que je donne du sens à ce que je vis, que j'ai des attitudes et des comportements. C'est cela. Voilà. Donc je disais tout à l'heure que le regard de l'autre peut me fasciner et me façonner. C'est-à-dire que je peux me laisser prendre dans le regard de l'autre. Et dans ces cas-là, se déploie un faux self. C'est-à-dire que je suis coincé comme dans un carcan, dans l'image que je pense que les autres veulent avoir de moi. Donc si je suis coincé dans un carcan, dans cette image, je ne peux pas me laisser moi venir. Je suis prisonnier de ce que j'imagine que les autres, ce que j'imagine que les autres veulent que je sois. C'est pas seulement, il n'y a pas seulement ça dans l'influence du regard de l'autre, il y a ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, où l'autre va essayer, je vais ressembler le plus possible à celui que j'admire, ou à celui que j'aime, ou à celui qui est mon maître, par exemple, que je considère comme mon maître. Je vais essayer de lui ressembler complètement, mais au point de ne plus pouvoir être moi. Ça va devenir un peu un double. Enfin, je vais essayer d'être un peu son double.
on voit à quel point identité et altérité sont liés dans le même paradoxe. Ils renvoient l'un et l'autre à un semblable différent. C'est ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté, ce semblable différent. Et alors, je voulais aussi dire qu'il y a, pour que je puisse construire mon identité, mon unité, il faut que je me pose comme identique à moi-même dans un temps relié, alors que en fait j'évolue continuellement. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse avoir une conscience de moi, d'un jeu qui, j'ai été enfant, je suis devenu adolescent, je suis une personne âgée, c'est toujours moi. Et pourtant, est-ce que je vais devenir l'enfant que j'ai été? Est-ce que si je me... Voilà. Il faut que j'ai cette impression-là d'être moi-même. Et j'ai besoin d'être différent de l'autre pour me sentir exister en tant que sujet, mais cela me renvoie à la solitude, et je peux vivre la différence de l'autre comme une critique de ce que je suis, voire comme une menace identitaire. J'ai tendance à vouloir que l'autre me ressemble, mais si l'autre me ressemble trop, s'il est mon double, je cours le risque d'être remplacé par lui, de disparaître en tant que sujet. Et là, je renvoie à une nouvelle de Dostoïevski qui s'appelle Le Double, où il rencontre un monsieur qui lui ressemble, il l'accueille chez lui, et petit à petit, ce monsieur il prend sa place, il prend ses amis, il prend son travail, il prend son... Et c'est lui qui se retrouve dehors. C'est ce qu'on appelle les doubles menaçants. Alors en fait, comment pourrais-je avoir les moyens de savoir qui je suis? Est-ce que c'est une quête sans fin? Puis-je vraiment répondre à la question « Qui suis-je » Je me ressens, et ça c'est fait, je me ressens et je m'éprouve comme un être séparé des autres, physiquement, mais pas seulement physiquement, psychiquement. Le moi n'est pas le non-moi. L'autre a un autre désir, une autre histoire, une autre mémoire qui n'est pas la mienne. Et donc forcément, il donne du sens autrement à ce qu'il est en train de vivre. Alors, il y a, je vais revenir là-dessus, il y a aussi les autres en moi. Alors, les autres qui sont en moi et qui me constituent. Non seulement mes parents, non seulement mon héritage biologique et culturel, mais également les identifications successives dont j'ai eu besoin pour me construire. Et ceux qui ont traversé ma vie, mes ancêtres comme mes contemporains, tous me constituent, je me nourris des autres. J'ai idéalisé des personnes et je me suis identifié à eux. S'identifier à quelqu'un, c'est pas forcément chercher à lui ressembler, ni à l'imiter, ni devenir son double, c'est simplement intégrer une partie de l'autre pour en faire une partie de soi et s'épanouir en différence. L'autre en moi, donc ça je l'ai dit, c'est là où on retrouve l'affirmation de Rimbaud qui a été citée tout à l'heure, je est un autre, ça met en question la frontière entre identité et altérité. Prendre conscience de soi comme un être séparé des autres, c'est en fait, comment dire, cela suppose l'existence d'une frontière non seulement physique mais psychique, que j'appellerais une enveloppe continente qui sépare un intérieur de l'extérieur, psychiquement, sépare un intérieur de l'extérieur, et qui gère les relations de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'extérieur. Il y a des échanges. Un peu comme une cellule qui respire, qui échange, qui prend quelque chose de l'extérieur, qui le digère et qui rejette autre chose. Un peu comme quand on respire l'oxygène et le gaz carbonique.
Et le sujet, l'identité du sujet, ça va être d'être capable de choisir, de faire le tri entre ce qui rentre à l'intérieur et ce qui sort, et dans les deux sens. Si je ne fais pas le tri, et si je ne fais pas le tri entre ce qui rentre et ce qui sort, à ce moment-là, si l'enveloppe est ouverte, je ne fais pas le tri. Si l'enveloppe est ouverte, elle n'est pas fermée. Je suis confondu dans un grand tout et je n'existe plus. Et si je me referme, je suis j'étouffe socialement. Je suis coupé complètement à l'extérieur. Je peux faire référence là au concept de moi-po, d'idée en Dieu, de moi pensant et de moi secret. Et là, on va revenir tout à l'heure sur le secret. Mais le secret, c'est cette capacité à garder pour soi des savoirs ou des pensées et à les partager ou pas, avec choisir les gens à qui on dit les choses, etc. Et ça constitue quelque chose de l'ordre d'une identité. Alors, il y a des crises identitaires qui peuvent être naturelles. Lorsqu'on est un enfant, qu'on est adolescent, le corps change, et on conquiert une autre identité. Il y a un peu l'idée de métamorphose, c'est-à-dire qu'il faut qu'on habite un nouveau corps avec quelque chose qui va s'exprimer différemment. Et là, on est dans il y a une crise identitaire qu'on appelle la crise d'adolescence. Mais il y a des crises qui relèvent des aléas de la vie, qui font que les représentations et les affects qu'on a construits tout d'un coup s'effondrent. Et ça peut être simplement une rupture, un accident, une maladie, un désastre, un génocide, à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose d'insensé pour nous, tout ce qu'on a construit, il faut qu'on le reconstruise différemment. Ça s'appelle une crise identitaire. Alors je vais vous parler un peu plus précisément de ce qu'est le sujet qui est donc un être vulnérable, en interaction permanente avec l'environnement, soumis à des pulsions, on l'a dit tout à l'heure, autoconservation et emprise, à la fois cognitif, affectif, culturel, social, historique, limité, j'insiste, confronté continuellement à des choix, et divisé entre conscient et inconscient. Il y a des deux réalités, une subjective, imaginaire, et une objective à laquelle il n'a jamais vraiment complètement accès. Il essaye de se l'approprier, mais à chaque fois qu'il construit des théories, par exemple, pour essayer de comprendre cette réalité, ce sont des théories qui sont incapables d'englober la totalité. Demeure du non-savoir, de l'inconnu, du mystère ou du secret. Et il investit le sens des situations auxquelles il doit faire face, et il réagit à sa manière pour faire son unité, construire une identité et fédérer son moi. Je vais parler maintenant de la genèse de la relation à l'autre. Ça commence l'enfant, il part, il a besoin de sa maman pour vivre, il est très accroché à sa maman. Et on dit que Winnicott, par exemple, évoque ce côté d'illusion où il a l'impression que l'autre, sa maman, c'est lui-même. Il a beaucoup de mal, et quand sa maman disparaît,
feu, à un moment, il vit ça avec une angoisse inimaginable. Et pendant un moment, il n'est pas là, mais il hallucine sa présence. Il imagine qu'elle est là, et ça calme un peu l'angoisse. Mais la maman, elle s'échappe un peu plus, le petit enfant grandit, il s'aperçoit un peu plus que la maman s'éloigne. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que l'angoisse inimaginable se traduit en haine de la maman absente. Et Mélanie Klein parle du fait que le petit enfant, à ce moment-là, il clive sa maman en deux. Il la clive en deux parce qu'il faut, dans l'une qui représente le mauvais objet, celle qui est absente et qui peut haïr. L'autre représente le bon objet, celle qui est présente, et là, il peut l'aimer. Mais il l'aime, il a scindé en deux. Il a scindé en deux pour éviter la rétorsion, parce que si c'était la même personne qui trahissait, il y a de fortes chances qu'il reçoive en retour la haine de la maman et qu'elle risque de l'abandonner. Donc, dans l'idée, inconsciemment bien sûr, ça se fait pas comme ça, elle est scindée en deux et la haine et l'amour, l'amour est lié à la culpabilité de la haine que l'enfant reçoit de l'absence de la maman. Et ça se construit comme ça, et à un moment donné, parce qu'il est toujours dans une frustration, dans l'attente, quand elle n'est pas là, dans la frustration de son absence, et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le vide, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant, dans la réalité, se rend compte que la maman, elle est définitivement devenue une autre, il ne peut plus attendre qu'elle revienne, qu'elle devienne une partie de lui, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dans le manque, dans le non-savoir, dans la non-maîtrise, et dans la solitude. Et à partir de là, c'est ce qu'on appelle le vide, quand il s'en rend compte vraiment, il a un interdit, c'est-à-dire qu'il éprouve le fait, la loi de la réalité, qui est l'absence, qui est la séparation de la maman, c'est-à-dire qu'elle devient autre et qu'il va falloir qu'elle regarde d'autres personnes. Et il vit cette séparation comme une grande blessure narcissique, puisqu'il croyait être tout et qu'il a il peut avoir l'impression de n'être que rien. Et l'autre apparaît dans cette dualité-là, c'est-à-dire que l'autre renvoie l'existence de l'autre, dans sa différence, dans son côté semblable, l'autre renvoie à cette blessure narcissique. Il renvoie à cette blessure narcissique. Et du coup, je vais faire qu'on comprenne bien ce qui se passe. Je vais faire une incidence sur un mythe qui est le mythe de la jeunesse. On va je parle donc là du mythe de la Genèse. On sait que Elohim a créé Adam à son image. Adam est seul, il ne s'est pas seul, il a avec lui, à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, la main, c'est là, il se croit tout puissant, il se croit Dieu. Il ne se pose même pas la question, mais il se croit tout puissant. Et ce dont il était question, lorsque le petit enfant avait une question que la mère c'était lui, c'était d'un sentiment de toute puissance. Ce qu'on appelle un sentiment de toute puissance. Donc là,
là, au jardin d'Éden, l'homme se croit seul et il ne pose aucune question. Il est ce qu'on appelle innocent, comme l'enfant, un bébé d'enfance qui ne parle pas. Et il se croit innocent, et à un moment donné, il entend une voix, et la voix lui dit « Attention, si tu touches au fruit de la connaissance, c'est interdit. » Je le dis parce que c'est pas raconter ça, c'est pas tout de raconter les secrets. Donc, évidemment, quand un homme a interdit, ça crée un désir. Et là, dans la Bible, c'est le serpent qui explique pourquoi Dieu lui a interdit ça. Et il dit interdit ça parce qu'en fait, il veut garder un secret. Il veut garder un secret pour lui. Et le secret pour lui, c'est son secret, c'est comment il est Dieu, comment il est tout-puissant, etc. Mange ce fruit et tu vas connaître. Et évidemment, il mange le fruit et il s'aperçoit que pas tout, évidemment, il ne sait pas. Il s'aperçoit qu'il pensait se cacher en le mangeant, mais qu'il a beau se cacher derrière un buisson, il ne peut pas se cacher. Et finalement, il sort du paradis et il s'aperçoit qu'il va falloir qu'il travaille toute sa vie, que rien n'est dû, qu'il va falloir qu'il vive avec Dieu, personne, etc., etc. Donc on voit que, en parallèle là, ce qui a été dit, l'interprétation psychologique clinique qu'on peut en faire, c'est qu'en fait il y a eu la castration, c'est-à-dire la castration, ça impose une loi, ça impose sa structure, c'est un interdit de structure, et qui introduit l'homme dans son humanité, et son humanité, c'est l'acceptation de limites, et les limites, c'est qu'il va vivre avec du manque, avec du non-savoir, avec de la non-maîtrise, avec du non-moi, qui pour avoir quelque chose, il va falloir du temps, et il va falloir du travail. Et du coup, il faut comprendre que ça, c'est douloureux. C'est douloureux pour l'homme, c'est douloureux pour le sujet. C'est douloureux pour le sujet. Alors, ce respect des limites de l'homme, ça traduit une éthique humaine. Une éthique humaine qui est au-delà des morales contingentes qui se déroulent, qui sont liées à la géographie ou à l'époque. Et donc c'est une éthique qui introduit l'homme dans son humanité, et on sait qu'il y a une interprétation de cette éthique, mais c'est cette éthique qui fait que chacun d'entre nous est un sujet moral. C'est-à-dire qu'on peut ne pas se sentir en lien avec cette morale quand on est dans une culture, quand on nous impose des choix, etc. On reste un sujet qui a son propre, qui peut faire son propre rapport qui a son propre rapport à la loi. On vit avec d'autres, il faut effectivement, il y a des règles sociales, etc. Mais ce qui fonde dans l'humanité, c'est essentiellement ce respect des limites. Et d'ailleurs, pour revenir sur la Bible, l'idée que l'homme connaisse les secrets des dieux, ça s'appelle l'Apocalypse. Les écrits apocalyptiques parlent des secrets des dieux. Voilà. Alors, donc à partir du moment où on ne peut pas être l'autre, parce que c'est interdit, effectivement, l'autre existe, et on sait que tout ce que je vais pouvoir construire pour être pour maîtriser mieux les choses, pour savoir plus de choses, tout ce que je vais pouvoir le construire, eh bien, ça va être sur le long terme, et ça va être dans un ordre, ce qu'on appelle un ordre symbolique, qui porte en lui le fait qu'il est une unité. C'est que le savoir humain est une unité. Donc, je reprends la rencontre avec l'autre,
elle est liée à l'histoire et au ressenti du sujet. Le temps d'échanger avec Gérard et tous les autres intervenants à la fin. D'être reconnu au départ par la mère et l'autre, il peut y avoir des histoires de jalousie parce qu'on est en compétition, on se vit en compétition vis-à-vis de l'amour de l'autre, de la mère, mais c'est pareil après quand on a des maîtres, voilà, j'ai enseigné beaucoup les élèves, dans une classe, les élèves, il y a un rapport de jalousie entre les uns et les autres, attention, mais il y a des rapports de jalousie qui fait qu'on essaie de se faire bien voir du maître, et si on n'y arrive pas, alors on explose complètement, parce qu'il faut bien qu'on se fasse remarquer. Voilà. Ça, c'est la première chose. Alors, on en a parlé tout à l'heure, dans ce qu'on appelle la tolérance. Tolérer l'autre, ça veut dire faire avec, ça ne veut pas dire le reconnaître comme un autre. Et donc, il y a des attitudes comme cela qui nous échappent. On ne contrôle pas parce que l'interdiction, c'est le reste secret s'échappe. Et donc, il y a des moments où, sans faire exprès, un geste, on oublie ce qu'est l'autre, on ne veut pas le voir. Sans reconnaissance réciproque, la rencontre avec l'autre n'est pas possible. Je vais... C'est bon, là, je suis dans les temps. Eh bien, donc, en réalité, je pense que ce qui est très important, c'est chacun cherche à être reconnu, et reconnu, c'est que les autres valident la manière dont j'ai construit mon identité. Cette quête-là, c'est comme ça que je conclurai. Il faut valider. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me nie, on nie la manière dont j'ai construit mon identité. Et donc on refuse, c'est une violente agression. Et la quête de reconnaissance, comme la quête d'identité, est une quête d'amour.